Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps en version française. C'est la deuxième édition, non, enfin la deuxième version, pour être précis, la deuxième version de l'Anneau unique. Alors, l'Anneau unique, jeu estampillé Esprit Tolkien, on voit partout, effectivement, la plupart des critiques nous annoncent un jeu qui respecte absolument l'esprit de Tolkien. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit de Tolkien? Comment ce jeu l'aborde? Nous allons voir tout ça. Alors, déjà, ce jeu a été édité, cette deuxième édition est éditée par Free League et traduit dans notre belle langue par Edge. L'auteur reste le même que la première édition, c'est toujours Francesco Nepoltelli, qui a également fait la première édition de l'Anneau unique, et c'est lui qui est aux manettes également pour la deuxième édition. Donc comme d'habitude, je vais vous parler un peu de la forme, et puis après on verra le fond, l'univers, le système, enfin bon, comme ça, et à la fin je vous mettrai ma petite conclusion. Donc nous allons voir tout ça avec l'Anneau unique V2. Alors sur la forme, bon, une fois qu'on a passé en fait la couverture qui ne satisfait pas des masses quand même, bon, c'est sombre, ok, d'accord. Cette espèce de rond, de cercle qui rappelle un anneau, je suppose. Je sais pas, moi je trouve pas ça très très heureux, mais bon, voilà. C'est pas moche, c'est pas, mais bon, c'est pas terrible non plus. Alors par contre, tout change dès qu'on ouvre le bouquin. Parce que pourquoi? Parce que Gloria, Gloria, du papier, du vrai papier, pas du papier glacé. Magnifique. Bon, euh, cela étant dit, donc déjà effectivement, parce que quand vous le prenez, en fait, le bouquin, le bon signe, c'est qu'il est léger. Il est léger, ça veut dire que c'est pas du papier glacé. Bon, je radote. Ok, alors par contre, l'intérieur est absolument magnifique. Ce papier, vous l'entendez chanter, du vrai papier, des dessins, des illustrations qui sont vraiment très très chouettes. Enfin bon, c'est vraiment du beau boulot. La plupart sont effectivement, les dessins sont des crayonnés un peu sépia. Et on trouve les ruptures de chapitres, en fait, les entêtes de chapitres, effectivement, avec quelques dessins couleurs. Vous voyez, comme ça, je vais vous montrer un peu plus après. Mais quelques dessins couleurs, et si vous reconnaissez bien le dessinateur, c'est celui d'Alien. Donc, voilà. Donc, quelques dessins couleurs pour les chapitres, et tout l'intérieur, c'est plutôt une couleur sépia, bienvenue d'ailleurs. Un texte relativement aéré sur deux colonnes, enfin non, pas relativement, aéré sur deux colonnes. Non, c'est une très très belle présentation. D'ailleurs, bon, je vais vous en faire un petit survol très rapide, histoire de vous montrer en fait de quoi il retourne au niveau de ses présentations. Alors voilà, comme je vous disais, la couverture, bon, euh, cette espèce de cercle rouge, moi je le trouve pas très bienvenu. Bon, à part ça, ça fait son job, quoi. C'est ni trop moche, ni trop joli en fait. Par contre, à l'intérieur, effectivement, là, on se retrouve avec quelque chose d'assez extraordinaire. Tout simplement, nous trouvons, donc en fait, comme je vous disais, en fait, c'est assez bien présenté, avec ce papier, c'est vraiment ce papier magnifique. Donc, entre chaque chapitre, une double page couleur, qui est quand même, c'est le même dessinateur qu'Alien, comme je le disais, et tout le livre est effectivement, vous voyez, avec ce genre de crayonné un peu sépia, du plus bel effet. Non, c'est vraiment vraiment, regardez, un beau boulot. Vous voyez, c'est vraiment du beau travail. En sachant il n'y a pas eu de place de perdu. Nous avons juste ici la carte de l'Eriador. Enfin, j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis, effectivement, là, c'est la carte qui permet de mesurer les voyages. Voilà, en gros, pour une présentation très, très rapide, en fait, de la forme du bouquin qui est vraiment très chouette. Donc concernant en fait la forme maintenant. Alors la première chose en fait qui m'a un peu surpris quand j'ai ouvert le livre, c'est quand j'ai vu la carte de l'Eriador et je me suis dit ouh, à mon avis ils ont encore fait comme la V1. Et effectivement, en fait dans la V1 on couvrait une partie des terres du milieu, dans la V2 on en couvre une autre. Moi, je pensais qu'on finirait quand même par couvrir un peu l'ensemble en fait des terres du milieu. Bah non.
D'ailleurs, en fait, je vais monter sur une carte, c'est plus parlant. Mais bon, je trouve ça un peu décevant. Donc voilà, en fait, dans la V1, le bouquin, le livre de base, hein, je parle bien du livre de base, hein, le livre de base, en fait, couvrait toute la partie est des monts Brumeux, hein, donc en fait, tout cela. Et dans l'anneau unique V2, on couvre en gros tout l'area d'or. Donc en fait, on va, donc en gros, tout l'ouest des monts Brumeux. Donc depuis le Rudor jusqu'au Lindon, et en descendant jusqu'au l'ancien royaume de Carnolan. Et voilà. Et donc, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que tout le sud des terres du milieu, bah, vous ne l'avez pas. Hein, donc, pas de Rohan, pas de Gondor, la baie de Belfalas, on ne l'a pas non plus. Je trouve qu'arriver à une V2, on aurait pu faire un effort là-dessus, et que, en fait, bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va couvrir dans une V3 éventuellement? Je sais pas. Surtout d'autant plus que le système a changé. Donc en fait, les bouquins V1 ne correspondent plus tout à fait à la V2. Et surtout, en fait, pour l'instant, ils ne sont pas, ils ne sont pas réédités. Le seront-ils un jour? Je ne sais pas. Je crois que j'avais lu oui, mais je ne suis pas sûr. Donc bref, ça c'est pour le scope en fait de la V2. La V2, c'est effectivement tout l'ouest des monts Brumeux, donc jusqu'à la baie de Belfalas. Voilà, jusqu'au Havre-Gris. Non, la baie de Belfalas, elle est là. Jusqu'au Havre-Gris, jusqu'au Lindon. Voilà. Du coup, en fait, on va aborder le truc en plusieurs parties. Donc, on a vu où on joue. Donc, on joue effectivement donc, à l'ouest des monts Brumeux. Quand on joue, alors on joue en gros 50 ans avant la guerre de l'anneau. Hein, la guerre de l'anneau, c'est 3018. Donc là, dans le petit, vraiment tout petit, hein, ça se tient sur une page. Et ça, c'est pareil, c'est très trop succinct. En fait, l'histoire des jours anciens, c'est simplement sur alors je sais plus, c'est 200 années, les 200 dernières années, et encore, je sais même pas. Donc bref, en fait, oui, de 2941 à 2965, non même pas, c'est les 20 dernières années. Donc c'est assez succinct au niveau de la timeline. Donc en fait, où on joue, enfin, l'ouest des monts Brumeux, quand on joue 50 ans avant la guerre de l'anneau, et alors qu'est-ce qu'on joue? Alors, donc on va jouer plus ou moins, donc on va jouer des peuplades, hein, vos héros seront issus de diverses peuplades. Donc, vous avez ce qu'ils appellent les Bardides. Donc, les Bardides, qu'est-ce que c'est? C'est en gros les descendants des hommes de Dale, hein, donc la ville que Smaug a détruite il y a bien longtemps. Vous avez les nains de Durin. Donc, les nains de Durin, voilà, donc, donc on explique en fait qu'ils traversent les Rayador en général pour rejoindre les montagnes bleues. Nous avons les elfes du Lindon. Donc là, par contre, c'est des elfes du Lindon, c'est un peu générique. Hein. On ne sait pas Noldor, Sindarin ou pas. C'est comme vous le sentez. Donc en général, bon, voilà. Enfin, bon, les elfes du Lindon. Les hobbits de la comté, ça, ils étaient dans la version, la V1. Les hommes de Brie, bon, pourquoi pas, hein, c'est quand même très limité, les hommes de Brie, mais bon, les hommes de Brie, hein, donc des gens issus de Brie, donc la ville pas très très loin de la comté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc j'ai dit les nains, les elfes, les hommes de Brie, les rôdeurs, on a aussi des rôdeurs, donc les rôdeurs du Nord, hein, un groupe assez disparate de descendants du Dunédain qui rôdent, qui errent, qui protège plus ou moins les frontières du Nord contre les troupes orques qui pourraient encore être en maraude. Car effectivement, là, il n'y a pas, à 50 ans avant la guerre de l'Anneau, nous n'avons plus rien en Eriador qui est vraiment un intérêt d'une menace d'un groupe armé, on va dire, conséquent. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Attendez, je revérifie quand même. Donc les elfes, les nains, les hobbits, les hommes, les rôdeurs, ouais. Donc voilà. Donc exit les Rohirrim, exit le Gondor, et donc vous ne jouerez pas de personnage de Minas Tirith ou issu de Minas Tirith, vous ne jouerez pas non plus de dresseur de chevaux, comme disait Gimli. Ça, je trouve ça vraiment un peu limité, surtout quand on arrive à une V2.
c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de laisser ces peuplades qui sont très intéressantes à jouer complètement en dehors, et vous ne pourrez pas les jouer, les règles ne sont pas prévues pour. Voilà, en gros, ça c'est ce que vous allez jouer. Donc on a vu le lieu, on a vu l'époque, et on a vu ce qu'on jouait. Alors maintenant, on va parler d'une manière générale du lore. Alors, la description du monde, hein, parce que bon, moi, quand je prends un jeu de rôle qui a un monde derrière, bon, il y a certains jeux de rôle, c'est que des systèmes, mais là, ce n'est pas le cas. La première chose que je regarde, c'est la description du monde, qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce que... Bon, même si, en fait, dans le Seigneur des Anneaux, vous la connaissez un peu importe. Moi, j'arrive, je découvre le Seigneur des Anneaux avec ce bouquin, ou pas d'ailleurs, et en gros, pour un jeu qui se veut un peu, comment dire, tolkienesque dans le sens poésie, etc. Là, je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que le lore, vous voyez, ça, donc ça c'est le lore. Tout le reste, donc 235 pages, hein, le lore 20 pages, le reste, c'est du système. Bon, voilà. Je trouve pas ça terrible. Bon, mais d'autant plus, c'est en fait un peu frustrant. Pourquoi? Parce que c'est bien écrit. C'est vraiment c'est bien écrit, mais il n'y en a pas assez, quoi. Enfin, pour moi, il n'y en a pas assez, quoi. Hein. On a beaucoup de systèmes et un tout petit peu de terni milieu, quoi. Je vais vous montrer l'or quand même, parce que c'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu, mais il n'y en a pas assez. Donc, je vous montre un peu l'intérieur. Donc, en fait, le monde arrive au chapitre 9. Vous voyez, déjà, c'est un peu loin dans le livre. Hein. Bon. Cette illustration est vraiment superbe. Donc en fait, voilà, donc on commence à se présenter, donc là on nous parle de l'Eriador, vous voyez, la comté, en fait vous avez ça, hein, de décrit. Vous avez la fameuse cité d'Anuminas, hein, qui était la capitale du grand royaume du Nord il y a fort longtemps, donc en fait vous êtes, donc voilà. Donc à chaque fois une petite carte et une petite description avec, voilà. Donc là, voilà. Donc le pays de Brie. Hein, alors, Brie est un peu plus détaillé. Hein, on se retrouve quand même avec le village ici. On a même le poney fringant, un peu plus détaillé. Avec une soirée au poney fringant, vous avez une table si vous êtes en manque d'inspiration. Voilà, donc c'est effectivement bien écrit, vraiment bien écrit. Archet. Le bois de chais, voilà, le mont Venteux, bon, voilà, le chemin vert, le Cardelane. Alors Cardelane, hein, il n'y a pas grand chose dans le Cardelane, hein, parce que là on est vraiment sur les hauts des Galgal, et en gros c'est tout. Hein. Fornosterrain, on en parle un tout petit peu, il y a de quoi faire un supplément complet. Donc voilà. Donc vous voyez le royaume d'Angmar, donc ce qui en reste en tout cas. Par contre, on est toujours avec ces superbes dessins. Tarbad, alors Tarbad, il fait partie d'un supplément, du premier supplément qu'ils ont fait, mais donc dans le livre de base, voilà, c'est ça. Le Lindon, donc le Lindon, il y a 3 fois rien. Hein. On a ça, les montagnes bleues, il y a ça. Et voilà. Et en gros, c'est tout. On a fait le tour. Donc en fait, on a 20 pages en fait de description du monde. C'est très frustrant. Enfin, moi, je trouve ça très frustrant, d'autant plus que c'est bien écrit, quoi. J'aurais préféré beaucoup plus de lore que de règles. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Il faudra faire avec et attendre les suppléments éventuels. Non, c'est pas éventuel. Il y en aura, c'est sûr, mais il va falloir attendre les suppléments et surtout les acheter. Bon, donc voilà pour la mise en place du monde. Hein. Donc on va être obligé de passer au système assez rapidement, puisque j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur comment le monde est décrit dans le jeu. Hein. C'est assez succinct, comme je vous le disais. Donc en fait là, je vais vous parler un peu des personnages, un peu de leur création, puis après je reviendrai un peu en détail avec la feuille de personnage. Alors déjà, la première chose que vous faites quand vous créez un personnage, enfin quand vous créez un personnage, effectivement, vous allez choisir sa peuplade. Alors, comme je disais tout à l'heure, les rôdeurs du Nord, les hobbits de la comté, les hommes de Brie, etc. Là, en fait, vos personnages sont définis par 3 caractéristiques. Hein. Le cœur, le corps et l'esprit. Hein, si c'est bien ce que je suis sûr que c'est ça. Et en dessous, vous avez des valeurs en fait qui valent
entre 2 et 6, grosso modo. Vous ne les répartissez pas, en fait, chaque peuplade a un petit tableau avec une répartition en fait, des différents points, et il y en a 6 comme ça, donc en gros, vous lancez un des 6 et puis bah, vous vous retrouvez avec effectivement votre cœur, votre corps et votre esprit qui est défini par ce tableau où vous choisissez une limite. Et donc pour chaque peuplade, les répartitions sont un peu différentes. Mais en gros, voilà. En dessous de chaque caractéristique, donc ces 3 caractéristiques, on a des compétences, hein, des compétences qui sont liées effectivement à ces caractéristiques. Donc le cœur, qu'est-ce que c'est? Ça représente le corps. Qu'est-ce que c'est? Le corps, c'est en fait tout ce qui est physique. Hein. Et donc vous allez avoir effectivement vos compétences liées au physique. Donc, euh, donc voilà, en fait, vous avez des compétences liées à chacune de ces 3 caractéristiques. Alors, les caractéristiques donc, de 2 à 6, c'est les compétences vont de 0, hein, vous pouvez très bien ne pas l'avoir du tout, jusqu'à, je ne sais plus, ça va être à peu près 6 aussi, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc effectivement, on a des compétences qui vont de 0 à 6 également. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple donc, sous le corps qui représente tout ce qui est physique, donc on a la présence, l'athlétisme, la vigilance, la chasse, le chant, l'artisanat. Le cœur, ça va être l'inspiration, le voyage, l'intuition, les soins, et l'esprit, ça va être la persuasion, la discrétion, etc. Donc en fait, voilà, vous avez donc toutes ces compétences et vous allez en choisir une de favorisée par rapport à. Donc vous avez certaines compétences qui sont liées à votre origine, votre peuplade. Et donc vous allez en choisir une qui va être une compétence préférée. Là, vous aurez une notion d'avantage hein, quand vous l'utiliserez. Voilà, donc en fait, voilà, alors c'est pas fini, hein, parce que après vous avez les particularités. Alors les particularités, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire si vous êtes beau, si vous êtes grand, si vous êtes jovial, etc. Et dans le jeu, en fait, si vous dites au maître de jeu, tiens, en fait, j'ai cette particularité, je suis jovial, et là on est dans une fête, tout, et si je fais un jet de dés pour je ne sais quoi, comme je suis jovial, machin, etc., est-ce que tu m'accordes un bonus? Voilà, donc les particularités servent à ça. Nous avons l'endurance et l'espoir. En gros, l'espoir, ça va être... donc, dans le jeu-là, en fait, les personnages sont toujours accablés, en fait, plus ou moins accablés par l'ombre menaçante sur le monde. Bon, on pourrait en dire 2-3 bricoles, parce qu'à l'âge là, mais bon, admettons. Et nous avons effectivement l'endurance aussi. Donc, l'espoir, on va l'utiliser comme des points de héros, par exemple. Hein, on verra ça en détail dans le système après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, donc le niveau de vie, hein, si vous êtes riche ou pas, l'attirail de guerre, qu'est-ce que vous avez comme votre équipement? Hein, donc bon, c'est assez générique. On a la vaillance et la sagesse. Hein, donc la vaillance et la sagesse, c'est des choses que vous allez pouvoir faire des tests de vaillance ou des tests de sagesse euh, en fonction d'une situation donnée. Et vous allez pouvoir acheter par l'expérience en fait des points de vaillance et des points de sagesse, et ça va être en gros comment est perçu votre personnage. Est-ce que votre personnage va être perçu comme quelqu'un d'impétueux ou quelqu'un de sage? Voilà, donc ça c'est la vaillance et la sagesse. Nous avons une partie sur les récompenses. Alors ce qui est marrant, c'est que dans le Seigneur des Anneaux, enfin dans l'anneau unique, en fait toutes les armes en fait avec une augmentation, hein, donc on appelle ça des récompenses, hein, c'est ce qu'on va donner aux personnages pour les récompenser, enfin ce que le maître de jeu va leur attribuer en récompense. Donc vous allez avoir par exemple une épée qui tranche mieux, un bouclier renforcé, etc. Alors, le truc rigolo, c'est qu'on vous explique bien, c'est noir sur blanc, que tous ces genres de choses, vous ne pouvez pas les acheter. Oui, pourquoi? Parce que c'est pas esprit Tolkien. Bon, voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et que si vous ne pouvez pas les perdre, on ne peut pas vous les voler, hein, parce qu'on dit ça appartient aux héros, donc on ne peut pas les voler. Parce que dans Tolkien, dans le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit, on ne voit jamais quelqu'un voler une arme d'un héros, par exemple. Et à sa mort, de toute façon, les armes seront enterrées avec le grand héros en question. Bon, donc voilà, c'est un parti pris pour faire Tolkien. Voilà. Donc ça, c'est les armes particulières. Et ensuite, on a des vertus. Alors les vertus, ça va être, par exemple, en fait, c'est comme des capacités spéciales. Ça va être main sûre, ça va être résistance,
Donc ça, c'est des vertus générales, donc qui vont altérer comment dire, le système de jeu. Par exemple, je sais pas, main sûre, quand vous infligez des dégâts spéciaux en combat, ajoutez +1 à votre valeur de corps pour un coup puissant et +1 au résultat du dé. Donc voilà, en fait, ça va être des exceptions, un peu comme des dons, hein, si vous voulez. Et ensuite, nous avons encore les vertus culturelles. Alors, les vertus culturelles, c'est des vertus que vous pouvez avoir en fonction de votre peuple d'origine. Alors, toujours pareil, hein, des altérations, comme je disais, comme les vertus générales, hein. Alors par contre, moi je trouve qu'à force, ça fait beaucoup d'accumulation de vertus et de petites modifications à droite, à gauche, les règles que les joueurs vont devoir garder en tête et ne pas oublier. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc là nous avons les vertus, et puis alors, est-ce qu'on a autre chose? Là non, bon, en fait on termine la phase de personnage comme ça. Je vais vous montrer tout ça sur la feuille de personnage. Et après, je vais vous parler un peu comment on résout une action dans le Seigneur des Anneaux, dans le Seigneur des Anneaux, dans l'anneau unique, du système de résolution d'action. Voilà. Voilà. Donc en fait, là en gros la feuille de personnage, et donc vous voyez, donc on a ces trois caractéristiques, corps, cœur et esprit. Et en dessous, effectivement, donc les compétences associées à ces caractéristiques, hein, de niveau de 1 à 6, de 0 à 6, hein, de 1 à 6, et vous pouvez en cocher une, voire plusieurs avec les vertus, dans laquelle vous êtes plus compétent, on va dire, et que vous avez un avantage. Voilà. Vous voyez, les vertus, vous les notez ici, les récompenses, vaillance, sagesse, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça, on a la même chose pour les compétences de combat, c'est un peu différent. Mais bon, voilà, vous allez être compétent en fait. Donc c'est pareil en fait, non, c'est pas un peu différent. Vous allez être compétent effectivement dans un type d'arme. Donc on s'est divisé entre arc, épée, hache et puis lance. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors là, bon, vous avez vos points d'aventure, vos points de progression, les points de communauté, on y viendra tout à l'heure. Parce que ça, il faut en parler, j'en ai pas parlé, j'en parlerai juste après. Et ici, en fait, votre endurance, en gros, c'est plus ou moins votre santé, hein, enfin, c'est votre santé, et votre niveau d'espoir avec les points d'ombre et les séquelles éventuelles que vous pouvez avoir en cédant à la part d'ombre qui est entre vous et en allant vers le Seigneur des Ténèbres, enfin non, vers Sauron. Voilà, voilà. Les différents états de santé sont ici, hein. Vous pouvez être épuisé, mélancolique ou blessé. Voilà. Et quand en gros vous êtes blessé, enfin bon, quand vous avez 2 blessures, en gros votre personnage commence à mourir. Et c'est pas rigolo. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de l'autre côté? Alors oui, ça c'est pour le voyage, on verra ça plus tard. Voilà, en gros, voilà comment est défini votre personnage. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'en fait, quand vous créez un personnage, en fait, vous ne créez pas un personnage. Vous créez surtout, en fait, vous créez une communauté. C'est-à-dire, les joueurs vont créer un personnage, mais en fait, ils vont créer aussi leur communauté. Donc, en fait, le groupe d'aventuriers, en fait. Et la communauté, c'est vraiment une entité tout à fait existante, tout à fait à part entière, en fait, dans ce jeu. Hein. Comme nous avons la communauté de l'anneau, hein, voilà, et puis la communauté des nains avec Bilbo. Donc vous allez créer ce groupe, hein, on est dans Tolkien, et donc en fait on veut vraiment mettre l'accent sur ce point particulier. Vous n'allez pas jouer des malandrins, vous n'allez pas jouer des rôdeurs solitaires, non, vous allez jouer une communauté de personnages qui luttent contre l'ombre. En tout cas, c'est le scope du jeu. Voilà. Alors là, je vais vous parler un peu du système. Alors pour vous parler du système, je vais revenir un peu sur le système de la V1. Alors, le système de la V1, qu'est-ce que c'était? Vous lanciez donc un D12 et un certain nombre de D6 en fonction de vos compétences, et vous deviez battre un seuil, pardon, vous deviez battre un seuil fixé par le maître de jeu avec une valeur moyenne de 14. Et une fois que vous aviez fait votre jet de dés, vous pouviez dépenser des points d'espoir
pour augmenter votre réussite et ainsi réussir votre action en battant le seuil imposé. Là, ils ont changé. Ils ont tout changé. Alors, de base, vous lancez toujours un dé 12. C'est ce qu'on appelle le dé de destin. Le dé 12, enfin, donc c'est un jeu avec des dés spéciaux encore. Donc, le 12, en gros, en fait, l'action est réussie, quelle que soit sa difficulté. D'ailleurs, il n'y a pas de difficulté, vous allez voir après. Donc, le 12, c'est action réussie. Et alors, c'est le 10, je crois, qui est remplacé, ou le 11, je ne sais plus. Le 11. Le 11 est remplacé par... c'est une valeur de 0. Donc, en gros, c'est le 12, c'est la rune de Gandalf, et le 11, c'est l'œil de Sauron. Voilà. Et à côté de ça, vous allez lancer X D6, donc un point dans une compétence égale un D6 à lancer en plus de votre D20. Vous faites la somme des chiffres qui sont dessus. Et là, vous n'avez pas à vaincre, en fait, une difficulté fixée par le maître de jeu. En fait, la difficulté, c'est quoi? C'est 20, donc le 20, moins votre valeur de caractéristique associée à votre compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 2 en cœur, vous avez 2 en corps, par exemple, et vous voulez faire un jet d'artisanat, donc la difficulté, elle va être de 20, moins 2, la difficulté va être de 18. Et si vous voulez dépenser des points d'espoir, un point d'espoir vous permet de lancer un D6 supplémentaire. Mais ce point d'espoir doit être dépensé avant le jet de dés. Et ça, c'est un énorme changement par rapport à la V1. Dans la V1, vous pouviez dépenser votre espoir après. Là, vous êtes obligé de le dépenser avant. Voilà, bon, c'est un parti pris, ce qui rend le coût du 20 moins votre niveau de caractéristique rend les actions tout de suite beaucoup plus compliquées. Voilà, donc en gros c'est ça, le système c'est ça, c'est vous lancez un D12, le dé du destin, et X D6 en fonction de votre compétence, de votre niveau de compétence. Si vous êtes avantagé, vous lancez un deuxième dé du destin, vous prenez le meilleur des deux. Si vous êtes désavantagé, c'est le contraire. Bon, ça c'est un peu du classique. Voilà, en gros ça c'est pour la résolution d'une action. C'est toujours comme ça. Voilà ce que je peux dire sur la résolution des actions. Alors maintenant, il faut que j'en vienne en fait à la présentation du jeu, enfin le découpage du jeu. Donc le découpage du jeu, qu'est-ce qu'on a? On a une phase d'aventure. En gros, on a une phase d'aventure et une phase de communauté. Bon, alors la phase d'aventure, d'une manière globale, c'est la session d'une partie du jeu, quoi. Mais de la manière dont sont présentés, je ne sais pas si quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de rôle va vraiment se rendre compte qu'est-ce que c'est. En effet, on nous explique qu'en général, une session est organisée de la sorte. Contexte, scène, fin de la session. Au début de chaque session, le gardien des légendes présente le contexte aux joueurs. Donc voilà, scène, après la séquence d'ouverture, les scènes s'enchaînent, chacun met les héros dans une situation qui les oblige à prendre des décisions capitales. Fin de la session. Bon. Pour moi, j'ai un peu l'impression, et ça se confirme sur le combat. Alors le combat, je vais y venir. J'ai l'impression de lire un manuel de board game, pas un manuel de jeu de rôle. Je ne sais pas quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de rôle comment il l'aborde ça. La plupart des gens qui veulent jouer à l'anneau unique, à mon avis, connaissent un peu le jeu de rôle, enfin je pense. Mais celui qui n'a jamais joué et qui se retrouve tout seul avec le livre, je ne suis pas persuadé qu'il se mette bien dans la tête de ce que c'est un jeu de rôle. Pareil pour le combat. Le combat, je trouve qu'il est très board game. Et très peu roleplay. En effet, au début d'un combat, vous allez choisir pour votre personnage si en gros il va en première ligne, s'il va au milieu ou s'il va à la fin. Je schématise, mais à peine. C'est vraiment ça. Voilà. Et en fonction de s'il va être devant, s'il va être au milieu ou s'il va être derrière, il va avoir plus ou moins des bonus ou des malus sur une action. À l'arrière, il va pouvoir tirer des flèches. Devant, il va prendre les coups et il va protéger ses camarades. Voilà. Des gens qui sont à l'arrière ne pourront pas être attaqués, sauf si en fait les adversaires sont vraiment en supériorité numérique. Donc voilà. Mais cette histoire de ligne avant, ligne du milieu, ligne arrière, moi c'est pas comme ça que je vois le jeu de rôle. Donc là j'ai
j'ai plus l'impression d'être en face, en fait, d'un manuel de board game. Alors, je sais que je vais me faire incendier en disant ça, hein, mais bon, en tout cas, c'est mon impression personnelle. Voilà, donc je vais vous passer le combat parce que bon, c'est léger d'attaque, les machins. Bon, bref, c'est toujours avec ce système, hein, euh, donc là, vous avez par rapport à vos attaques, vous avez la parade qui rentre en jeu, hein, de l'adversaire qui va se rajouter à votre difficulté pour pouvoir toucher. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo non plus. En sachant qu'effectivement, les blessures, en fonction, si vous tombez à 0 d'endurance, en fait, vous n'êtes pas mort, mais si, grosso modo, enfin, j'appelle ça un coup critique, hein, c'est pas comme ça que c'est décrit, un coup, ça doit être un coup perforant, c'est écrit ici. Si vous prenez un coup perforant, vous allez prendre une blessure, ça c'est mal, parce qu'à partir de la deuxième, vous allez commencer à mourir si vous n'avez pas de soins. Donc voilà, le combat, je vais pas détailler, mais c'est vraiment cette histoire de ligne qui m'a vraiment, vraiment surpris. Alors, on a des règles pour autre chose, en fait, on a un tas de sous-systèmes, enfin de sous-systèmes, un tas, non, j'exagère, on a des sous-systèmes. Là, par exemple, on a un sous-système sur le conseil. Alors le conseil, on a des règles pour quand vous allez rencontrer, enfin un peu comme le conseil d'Elrond, hein, dans le Seigneur des Anneaux. Donc en fait, vous avez des règles pour résoudre un conseil de cette sorte. En fonction de ce que vous leur proposez, la difficulté, vous allez lancer un jet de dés, hein, pour voir l'issue de ce conseil. Hein. Ça peut terminer ils acceptent ce que demandent les aventuriers, ou alors ça peut très mal se terminer, hein, en allant jusqu'à l'emprisonnement, ou voire être attaqué. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une règle pour représenter le conseil, en fait, du Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le voyage. Alors le voyage, il prend une grosse part, en fait, dans l'anneau unique. Parce qu'en fait, ça va être pareil, ça va être des jets de dés. Hein. Vous avez une carte hexagone, hein, à la fin. Et en fait, des régions, dans les régions, je vous montrerai après, les régions vont être de plus ou moins dangereuses. Euh, et selon vos... Alors, vous allez être obligé d'attribuer, en fait, des... comment dire, des rôles à chaque membre de votre communauté. Alors vous allez avoir l'éclaireur, le chasseur, enfin bon, il y a plusieurs, il y en a 4, hein. Il y a l'éclaireur, le chasseur, le guetteur et puis le guide. Et donc en fait, ça fait un peu de l'ex-crawl, hein. Grosso modo c'est de l'ex-crawl. Et quand vous ratez vos jets de dés, vous risquez de tomber sur une rencontre un peu embêtante pour votre communauté. Je pars un peu, je reviens sur la communauté parce qu'il y a quelque chose que j'ai complètement oublié tout à l'heure. Pour refléter encore plus en fait ce qui se déroule dans les romans et dans les films, en fait, votre communauté, en anglais, c'est patron. En français, ils ont mis ça comme garant. Vous allez choisir un garant, donc c'est quelqu'un qui va vous aider votre communauté. Donc vous avez une liste des garants. Hein, ça peut être Gandalf, ça peut être Tom Bombadil. Bon, voilà, je sais pas. Enfin, bon, pourquoi pas. Círdan, le charpentier. Bref, des Bilbo, oui, ça peut être Bilbo aussi. Donc en fait des garants, des gens qui vont peut-être vous donner des missions, des gens qui vont peut-être vous aider, des gens qui vont vous, vous donner, enfin oui, vraiment vous aider. Et vous donner quelques bonus en fait en fonction de chacun les garants ne donnent pas le même bonus en fait à votre communauté. Et là c'est pareil, c'est pour refléter quoi? C'est pour refléter en fait ce qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, donc avec Gandalf qui donne rendez-vous effectivement à Frodon à un certain endroit, à Brie en l'occurrence, et voilà quoi. Et donc là c'est pour refléter effectivement toute cette notion de communauté et pour la refléter comme elle se déroule dans les films. Quoi dire d'autre? Voilà, après, donc, vous avez la phase de communauté. Donc, la phase de communauté, qu'est-ce que c'est? Ça va être, donc, on va déterminer la durée hein, en fonction de si c'est dans le cours de l'année, ça va être, vous allez retourner, votre communauté va retourner à son refuge. Puis va effectivement, bon, c'est là que vous allez dépenser vos points d'expérience, c'est là que vous allez éventuellement élever un héritier, car s'il arrive quelque chose de problématique avec votre personnage,
personnage décède, par exemple. Dans ce cas-là, en fait, à la phase de communauté, vous élevez votre héritier qui héritera de votre personnage, aussi bien de ses objets que, effectivement, de réputation et autres choses de ce genre. Voilà, donc c'est là que vous dépensez des points d'expérience, vous allez pouvoir collecter des rumeurs, composer une chanson. Donc là, on est très, très Tolkienesque, là, si je peux dire. Oui, parce qu'en fait, en hiver on ne fait pas d'aventure hein, dans l'anneau unique. Enfin, de base, hein. On se repose. Visiblement, les aventuriers aiment leur petit confort. Il faut peut-être pas déconner non plus. Voilà ce que je peux vous dire en gros cette phase de communauté. Je passe assez vite dessus. Donc vous avez le passage des années, effectivement. Voilà. Donc une fois par an, effectivement, vous faites, c'est la fête de Yule, et vos personnages vieillissent, etc., etc. Ils se reposent, ils peuvent récupérer les points d'ombre. Alors oui, je vais venir un peu aux points d'ombre. Alors, les points d'ombre, donc qu'est-ce que c'est? C'est si vous, en gros, vous vous comportez, ou vous vous comportez mal, hein, vous pouvez avoir des points d'ombre pour de la cupidité, vous avez trouvé un trésor, le trésor est corrompu, et vous allez avoir des points d'ombre. Vous allez affronter effectivement des spectres du Mordor ou de l'ancien Angmar, vous allez accumuler des points d'ombre, etc. Quand ces points d'ombre dépassent votre espoir, c'est mal, votre maximum d'espoir. Dans ce cas-là, c'est mal. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, votre personnage, pour se débarrasser de ses points d'ombre, est obligé de passer par une phase de folie. Une phase de folie brève, mais furieuse, qui va mettre en danger la communauté de vos joueurs. Et après, les points d'ombre vont tomber à zéro, mais vous allez garder une séquelle. Alors, la séquelle, qu'est-ce que ça dépend en fait de comment est arrivée votre folie due à l'ombre. Il y a un tableau pour ça. Et quoi dire? Oui, donc en fait, vous allez retomber à 0 point d'ombre avec une séquelle. Ok, très bien. Mais alors là, on est exactement aussi une règle faite pour simuler en fait la folie de Boromir qui veut prendre l'anneau unique à Frodon. C'est exactement ça, hein. Il a sa crise de folie, après ça va beaucoup mieux, tellement mieux qu'il va défendre en fait les deux hobbits face aux Uruk-hai et puis mourir du coup. Voilà. Mais il y a tout un tas de règles en fait dans ce jeu qui sont faits donc effectivement donc vous voyez les points d'ombre, hein, les méfaits, alors, les sources de terreur. Hein, vous voyez les meurtres commis par les orques, les méfaits que vous pouvez faire, hein, donc voler, piller, mentir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez jouer un brigand, vous ne pouvez pas en fait. Hein, si vous pouvez, mais bon, il va très vite tomber du côté de l'ombre, et là, on vous répondra, ce n'est pas Tolkien. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Là, je parle beaucoup. Je vais peut-être vous montrer un peu tout ça. Oui, et à la fin, en fait, on termine par des conseils, et puis en fait, un bestiaire qui est relativement bon hein, dans le monde des terres du milieu, de manière globale, en grand type d'ennemis, il n'y en a pas tant que ça. Là, on a des hommes malfaisants, on a des loups sauvages, on a des spectres, on a toute une panoplie d'orques, toute une panoplie de trolls, et en gros, c'est tout. Donc, exit les araignées, ce genre de choses. Voilà. Il y a toute une partie pour créer des trésors, hein, des récompenses à donner à vos personnages. Voilà ce que je pourrais vous dire d'une manière globale sur le jeu en lui-même. Voilà. Je reviens un peu sur tous les concepts que je vous ai un peu survolés. Donc là, par exemple, le combat, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Résolution. Donc en fait, nous avons donc les différentes positions que vos personnages vont devoir choisir. Hein, c'est bien marqué ici. Position, les héros choisissent leur position. Donc en fait, position avancée. Donc vos jets d'attaque gagnent un dé en plus. Voilà, ça donne position exposée qu'on va rapprocher. Position défensive et une position à l'arrière.
vous ne pouvez pas être attaqué ni être pris pour cible, sauf si les autres sont en supériorité numérique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça fait plus board game qu'autre chose, hein. Moi, ça, j'aime pas du tout, du tout. Voilà, donc les règles de conseil, donc comme je vous disais, vous allez donner une résistance à votre conseil, vous allez présenter, chacun va se présenter, les interactions, et à la fin vous allez lancer un dé qui va vous donner, en fait, vous voyez, qui va vous donner la clôture du conseil. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez réussi, la compagnie obtient ce qu'elle cherche, un désastre, donc là, vous risquez d'être emprisonné, par exemple. Donc le voyage, il se fait là-dessus, en fait. Vous voyez, donc là, la carte de l'Eriador, en fait, avec un tas d'hexagones pour aider au déplacement et aux distances. Donc les terres frontalières, en gros, où il y a très peu de danger, voire pas. Les terres sauvages, c'est tout ce qui est jaune. Les terres ténébreuses, c'est là que vous allez rencontrer, effectivement, risquer de rencontrer, en fait, des séides de Sauron. Et en gros, ça c'est infranchissable. Et puis des lieux périlleux, c'est des trucs là, vous voyez, le marais aux eaux cousins. Donc là, vous avez la vieille forêt, la trouée des trolls. Là, vous avez vraiment les lieux, en fait, qu'on peut retrouver dans le Seigneur des Anneaux. Donc le voyage, voilà, vous avez le choix de l'itinéraire. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous allez, vous voyez, vous avez la compagnie, voilà, vous avez votre compagnie avec les rôles attribués, et vous avez même en fait vos poneys et vos chevaux. Alors toutes les règles là, comme je disais, sont faites pour vraiment simuler en fait le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Voilà les événements types du voyage, etc. Donc la phase de communauté, voilà ce que je vous disais. Donc en fait la durée, la destination, la progression, la communauté va se séparer. Vous allez dépenser vos points d'expérience pour augmenter effectivement pour améliorer votre personnage, hein, comme d'habitude. Le passage des années, voilà, les entreprises, qu'est-ce que enfin c'est dans l'entreprise dans le sens en fait de tâches que tu peux te consacrer, quand le personnage peut se consacrer, hein. Composer une chanson, collecter des rumeurs, ça voilà, ça c'est des exemples. Ça c'est des exemples. Alors oui, parce qu'en fait dans le jeu là, on a le fardeau de l'ombre, hein, tout le temps, donc en fait on peut se débarrasser des points de l'ombre au moment de la phase de communauté. Voilà, quelques conseils en fait. Et donc les ennemis, les voici. Donc en fait les protagonistes, en fait qu'est-ce qu'on a? Donc comme je disais, on a les hommes malfaisants, vous voyez, donc en fait c'est genre le larron, le voleur de grand chemin, etc., champion du sud, les loups sauvages, les morts-vivants, etc., les orques, les trolls, enfin il n'y a quand même pas des masses. Et en gros, voilà, on a arrêté là. Tout un tas de règles pour déterminer, pour pouvoir créer des trésors et les donner à vos personnages. Avec, qu'est-ce que vous avez? Oui, voilà, vous avez des récompenses enchantées. Elles peuvent être aussi, du coup, maudites et vous apporter des points d'ombre quand vous les trouvez, et c'est pas bien. Et donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc, voilà. Donc, je suis passé, je sais plus, sur l'ombre. Enfin, bon, peu importe. Voilà, l'ombre, c'est ici. Vous avez des tests d'ombre. Vous pouvez alors les tests d'ombre, voilà, vous gagnez des points d'ombre en fait, donc en fonction si c'est de la terreur, donc expérimenter directement le pouvoir de l'ennemi, c'est boum, 4 points d'ombre. Des méfaits, donc comme je disais, menaces violentes ou mensonges délibérés jusqu'à assassiner quelqu'un. Les voies de l'ombre. Alors les voies de l'ombre, c'est quand vous avez cédé à la folie à un moment donné, vos points d'ombre viennent à zéro, mais vous avez en fait une folie de l'ombre qui va... Et quand vous en avez 4, ouais, vous succombez à l'ombre et en gros votre personnage sombre dans la folie et disparaît au milieu dans un endroit isolé pour y mourir ou se faire tuer. Et en tout cas, il ne devient plus joueur, il n'est plus joueur. Si c'est un elfe, il s'en va à Valinor et ne veut plus entendre parler de quoi qu'il se passe sur les terres du milieu. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous montrer en détail à ce moment-là. Alors un autre sous-système que j'ai complètement oublié de vous parler, qui est l'œil du Mordor. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, l'œil du Mordor, ça va être l'ennemi qui va finir par détecter la compagnie et poser son œil dessus.
Alors, comment ça marche? En fait, ça va être en fonction de la composition de la compagnie. On va avoir un seuil de vigilance de l'œil. Hein, s'il n'y a que des hobbits ou des hommes, il vaut zéro. Et s'il y a un ou plusieurs elfes, elle vaut 3 par exemple. Donc, en fait, on va avoir effectivement... enfin, non, elle vaut pas 3. Elle vaut 3 plus éventuellement s'il y a des nains, etc. etc. Donc, en fonction des actions, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'un joueur obtient l'œil de Sauron sur le D12, la valeur du niveau de vigilance de l'œil augmente de 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et elle va augmenter aussi quand un joueur gagne de l'ombre. Elle va augmenter aussi si un des compagnons, donc là ça peut être qu'un personnage non joueur lance un sortilège. Donc là, dans ce cas-là, en fait, la valeur de la vigilance de l'œil va augmenter de 1. Jusqu'à ce que cette vigilance atteigne un certain seuil. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être en fonction, en fait, euh, ça va être en fonction des régions traversées. Genre, par exemple, si on traverse des terres frontalières, le niveau de vigilance à atteindre par l'œil pour qu'il repère la compagnie est de 18. Si on traverse des terres sauvages, c'est 16, et les terres ténébreuses, c'est 14. Il y a un certain nombre de modificateurs, etc. Et en fait, une fois que ce seuil est franchi, dans ce cas-là, la compagnie est repérée et l'ennemi déclenche un épisode révélateur, comme il est dit ici. Alors, c'est pas l'œil de Sauron qui s'abat directement sur la compagnie, mais ça peut, et c'est en général, c'est un événement néfaste à la compagnie, genre une haine inextinguible, un type d'ennemi que les héros affronteront en combat obtient un bonus, etc., etc. Donc en fait, voilà, vous avez tous des exemples d'épisodes révélateurs. Une fois que l'épisode révélateur est arrivé, en fait, la vigilance de l'œil, en fait, reprend normalement et retombe à zéro. Voilà, donc ça c'est encore un petit sous-système, en fait, il y en a plein en fait dans ce jeu des sous-systèmes qui finit par en faire un jeu quand même que je trouve relativement compliqué. Alors, je vais faire un petit focus en fait sur le combat pour vous montrer un peu comment ça se déroule. Donc en fait, les phases d'un round de combat rapproché se déroulent de cette manière. En fait, la première chose, c'est que vos personnages vont devoir choisir leur position en fait dans l'engagement. Donc, comme je l'ai dit ailleurs, les positions sont ici. Nous avons la position avancée, donc en gros, vous lancez à l'attaque des ennemis. Voilà. Position exposée, vous combattez sans vous ménager. Une position défensive, donc là on y va prudemment. Et une position à l'arrière, en espérant qu'on ne soit pas débordé. Voilà. Donc en fait, chaque position va vous donner des avantages et des désavantages. Par exemple, la position avancée va vous donner un D6 supplémentaire pour votre attaque, mais elle octroiera également un D6 supplémentaire pour les attaques qui vous ciblent. Comment on résout une attaque? Alors, comment on résout une attaque? C'est assez simple. C'est assez simple. C'est-à-dire, on va prendre le corps de votre héros, donc le seuil de réussite de corps de votre héros. Je rappelle que le seuil de réussite, c'est quoi? C'est 20 moins le chiffre de corps. Donc, en fait, si vous avez 3 de corps, par exemple, votre chiffre à atteindre, c'est 17. 20 moins 3 égale 17. 17, mais si votre adversaire a une valeur de parade, hein, qui va jusque 4, 5, voire plus peut-être, bon, en général, un orc lambda, il aura 0, un chef orc, il va avoir plus 2 ou plus 3, ce genre de choses. Et ça va s'ajouter à votre seuil de réussite. Donc, admettons que votre adversaire a une parade à plus 2, que vous aviez 3 encore, donc votre seuil de réussite, il ne va plus être à 17, mais il va être à 19. Donc, en fait, vous allez lancer un dé de destin, donc qui est le D12, plus un nombre de D6 égal à votre compétence de combat à l'épée ou à autres armes. On va dire épée. Donc on va dire que vous avez, je ne sais pas, vous avez 3 à votre compétence épée, donc vous allez lancer un D20 plus 3 D6. Si vous faites 12, on n'oublie pas, c'est toujours touché, hein, puisque c'est... voilà. Et si on fait l'œil de Sauron, alors je ne sais jamais si c'est le 11 ou le 10, je crois que c'est le 11, dans ce cas-là, le D12 vaut 0. Voilà, donc vous lancez vos dés.
Là, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je fais 8 et 2, 10. 12, je fais 15. Donc, par rapport à mon exemple de tout à l'heure, mon attaque est ratée. Admettons que je touche. Pour chaque 6 sur les D6 que je lance en plus du D12, en fait, je vais pouvoir déclencher, en gros, une attaque spéciale, un bonus, enfin, ça va m'octroyer un bonus. Donc je vais pouvoir faire un coup puissant, me repositionner, ramasser une arme, euh, non, ça va me mettre dans une position avantageuse. Je raconte n'importe quoi. Donc je vais dépenser un symbole de réussite, donc un D6, pour modifier ma valeur de parade pour tout le round de plus 1 par exemple, ou plus 2 si j'ai une épée, etc., etc. Ou alors, je vais pouvoir modifier mes jets de dés pour arriver à faire une attaque de perforation. Alors avant de parler de l'attaque de perforation, en fait, les dégâts donc se prennent sur l'endurance et par rapport à l'arme que vous avez. Donc par exemple, une épée ça fait 4 points de dégâts. Voilà. Et quand vous arrivez, quand votre niveau de votre perte d'endurance dépasse votre valeur de charge, dans ce cas-là, vous devenez épuisé. Et si vous tombez à zéro, vous êtes inconscient. Voilà. Donc ça, c'est clair. Par contre, quand vous prenez ou vous infligez donc un coup perforant, hein, je disais bien, donc c'est en dépensant en fait des succès, donc il faut faire des 6 aux dégâts. Et dans ce cas-là, en fait, alors ce que je reproche en fait, c'est qu'il n'y a aucun exemple de combat dans ce jeu. Il n'y a, il n'y a pas de combat. C'est un peu dommage. Il n'y a pas d'exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Dans ce cas-là, si vous arrivez à déclencher un coup perforant, votre adversaire, en fait, va devoir lancer un dé du destin, voilà, donc un D12, hein, toujours, plus un nombre de D6 égal à la protection de son armure. Donc, par exemple, admettons qu'il a une chemise de maille, il va lancer 3 dés. Donc, il va lancer un D12 plus 3 dés. Et il va devoir faire plus que la valeur de blessure de l'arme. Donc, par exemple, une épée, c'est 16. Voilà. Sinon, il se prend une blessure. Si c'est un personnage non joueur, il est mort. Si c'est un personnage joueur, bah, vous êtes blessé, ce qui n'est pas bien, parce que si vous prenez une deuxième blessure, vous commencez à mourir. Voilà. Voilà en gros, très rapidement, en fait, comment se déroule le combat. En sachant que vos adversaires n'ont pas tout à fait la même chose, enfin si, ils ont une valeur d'attribut qui correspond à leur valeur de corps, et en fait, ils ont un niveau de compétence de leur arme, et le maître de jeu, enfin je vous passe les détails, il peut dépenser des points de haine éventuellement pour avoir des 6 supplémentaires, etc. etc. Voilà, grosso modo, en fait, le système de combat d'une manière globale. Bien, donc nous en voilà à ma petite conclusion tout à fait personnelle. Donc je vais l'aborder sur plusieurs points. Tout d'abord, le premier point que je voulais aborder, c'est effectivement la qualité d'édition et le travail d'édition qui a été fait pour celle-ci, qui est en tout point fantastique, hein, vraiment très très chouette. La qualité de papier est extraordinaire, les dessins, surtout les crayonnés à l'intérieur, sont vraiment, vraiment superbes. Le texte est aéré, compréhensible, aucun problème de traduction. Enfin, j'en ai pas vu. Donc, en fait, pour moi, tout ça, c'est un sans faute. Et au niveau de qualité éditoriale, c'est vraiment un sans faute. Ensuite, c'est là que pour moi que ça se gâte un peu. Alors, pourquoi? Alors déjà, dans un jeu qui se veut respecter l'esprit de Tolkien, un peu la poésie de Tolkien, hein, si on veut aller un peu par là, je trouve que 30 pages de setting de lore, en fait d'explication, enfin qui vous plonge dans les terres du milieu, 30 pages sur un bouquin qui en fait 240, c'est peu. C'est vraiment très peu. Surtout, ça veut dire 30 pages en gros, 210 pages de technique, quoi, de règles techniques. Et là, on arrive à un petit point sur les règles techniques. D'ailleurs, en fait, à certains moments, j'ai eu plus l'impression de lire un board game qu'un wargame. Deux trucs, la phase d'aventure, hein, l'introduction de la phase d'aventure. Pour moi, quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va en penser. Enfin bon, ça c'est mon ressenti personnel, hein, on est bien d'accord. Et surtout, en fait, cette phase de combat avec sa ligne avant, ligne de milieu, ligne arrière, j'ai l'impression de voir positionner des pions ou des figurines, effectivement. Et là, on est plus quand même côté d'un board game plutôt que d'un jeu de rôle. Donc ça, c'était
pour cette première partie. Ensuite, j'en viens à plusieurs aspects qui me dérangent. Donc le premier aspect qui me dérange, c'est l'aspect géographique. En effet, l'anneau unique, on est dans sa deuxième édition. Euh, je m'attendais à avoir un peu abordé à peu près toutes les facettes de la géographie des terres du milieu. Voilà. En tout cas, au moins depuis l'Est et la montagne solitaire jusqu'au Lindon, hein, et du Nord, de Langmar, jusqu'au moins, je sais pas, au moins Minas Tirith, un minimum, Pelargir, et je ne parle même pas du Grand Sud. Hein. Et en fait, là, non. Non, on n'a que l'Eriador, du coup, qui limite encore les personnages. Hein. Vous ne pouvez pas jouer de Rohirrim, vous ne pouvez pas jouer de Gondoriens, et encore moins d'Omdumbar, hein, bien entendu. Et ça, cette limitation géographique, moi, personnellement, je la sens, c'est plus, ça me ferme un peu le monde, et je trouve ça dommage. Alors je sais bien qu'ils vont certainement sortir ça dans des extensions futures, mais simplement au moins les aborder d'une manière même succincte. D'ailleurs, en fait, les éléments décrits sont relativement succincts. Euh, Bah voilà, quoi, on aurait pu en aborder un minimum. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc on se contente de l'Eriador. Alors c'est dommage parce qu'en fait c'est vraiment bien écrit. En fait, ce qui est vraiment bien écrit, vraiment bien écrit et décrit. Mais pour moi, c'est un peu frustrant. Il y en a trop peu. Ça, c'était pour la partie géographique, ce que j'avais à dire dessus. En deuxième point, il y a la partie temporelle. Alors la partie temporelle, le jeu, bon, c'est pas une surprise, hein, je ne dis pas le contraire. Le jeu se passe 50 ans avant la guerre de l'anneau. Euh, donc on est un peu dans un entre-deux. Hein, Sauron dresse son ombre à l'est, mais ce n'est que vraiment que, que le début en fait hein, la révélation de sa puissance et de son retour. Et en tout cas en Eriador, à ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose. Alors bien sûr, vous allez pouvoir affronter des bandes d'orques en maraude ou ce genre de choses, mais il ne se passe pas énormément de choses. D'ailleurs, en fait, à titre de comparaison, je trouve que Ice, à l'époque, avait eu l'excellente idée et l'idée de génie, en fait, de situer l'action, non pas pendant une date proche de la guerre de l'anneau, mais en fait, 1500 ans avant, hein, grosso modo, hein, puisque en fait, ça se déroulait au tiers âge 1500, et qui laissait une très grande liberté euh, d'action et d'évolution dans les terres du milieu. Alors bien sûr, vous allez me dire, ça fait pas trop esprit Tolkien. Ouais, je vais dire ok, d'accord, mais alors là, je vais aborder justement le point qui me gêne vraiment le plus et qui fait que pour moi, ce jeu ne m'intéresse pas en fait. Alors pourquoi ça ne m'intéresse pas? Bon, déjà d'une première partie, je vais pas critiquer le système que je ne connais pas assez, je ne me le permettrai pas. Juste la seule chose que je trouve bizarre, c'est l'histoire des seuils de difficulté qui sont basés uniquement sur une caractéristique, hein, parce que 20 moins la caractéristique, et le fait de pouvoir mettre ses points d'espoir uniquement avant d'avoir lancé le dé, alors que dans la V1 c'était après d'avoir lancé les dés, je trouve que ça, au niveau héroïsme, on n'est plus trop dedans. D'ailleurs, en fait, c'est pas un jeu pour jouer de l'héroïsme. Hein. Euh, tout le corpus de règles, en fait, est fait pour jouer des personnages, une compagnie, hein, pour reproduire exactement ce qu'on a dans le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit. D'ailleurs, en fait, le jeu n'est pas fait pour jouer dans les terres du milieu, en fait, il est fait pour jouer dans le film, dans les romans. C'est pas pour jouer dans les terres du milieu, c'est pour jouer dans le Seigneur des Anneaux. En fait vous l'avez carrément, hein, c'est écrit ici, hein, un jeu de rôle dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas un jeu de rôle dans les terres du milieu. Enfin, pour moi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, toutes les règles sont orientées pour vous faire revivre des scènes, en fait, des films et des romans. Le point où j'y pense immédiatement, c'est le système de l'ombre, par exemple. Donc, en fonction de vos personnages vont évoluer et accumuler des points d'ombre, hein, parce que ça, ils y couperont quasiment pas. Et à un moment donné, on va arriver à un moment donné où les points d'ombre ont tellement été accumulés que le personnage va se retrouver dans une crise de folie, une crise de démence qui va, donc on vous explique, ça doit
faire une action relativement courte, mais qui va nuire à la compagnie. Et ensuite, cette crise de folie refait tomber des points d'ombre. Alors bon, le personnage va garder une séquelle derrière, mais grosso modo, le personnage va revenir normal, entre guillemets. Et ça, qu'est-ce que c'est? On veut absolument, par cette règle, vous simuler, en fait, Boromir quand il essaye de prendre l'anneau. Mais bon, Boromir, il est quand même, vous dire, attiré par l'anneau, qui est quand même l'anneau de pouvoir, et l'anneau, certainement, l'objet magique le plus puissant des Terres du Milieu. Euh, Pas pour autre chose, quoi. Bon, enfin bon, bref. Mais ça, c'est vraiment pour vous mettre la scène sur Boromir. Pareil, donc, vous créez une compagnie avec un garant. Donc le garant, hein, comme je disais, ça va être le personnage qui va vous donner ou des missions, ou vous aider. Enfin, ça va être Gandalf, quoi. En fait, c'est Gandalf dans les films. Hein. Bon, là, vous avez d'autres options, mais de base, c'est pour simuler cela. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autres règles encore qui vous mènent dessus? Par exemple, il y a les règles pour le conseil. Hein. Les règles du conseil sont uniquement là pour, euh, pour simuler le conseil d'Elrond. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Je ne suis pas persuadé, mais elles sont là pour ça. Et donc, en fait, avec ces systèmes, vous allez être obligé de jouer en fait, des héros, mais des héros accablés par l'ombre. Alors que Frodon, pour vous donner effectivement pour vous mettre un peu dans la peau de Frodon, alors que Frodon soit accablé par l'anneau et que l'anneau soit de plus en plus lourd en s'approchant du Mordor, je veux bien comprendre. Là, c'est vraiment, c'est pour vous mettre dans cette ambiance-là, quoi, et pas une autre. Donc en fait, vous allez jouer que ça. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup. C'est très orienté pour jouer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Est-ce que j'ai un autre exemple là-dessus? L'ombre, parce que j'en ai parlé. Oui, par exemple, effectivement, la communauté, les guides, oui, la communauté, vous avez même les poneys, quoi. Donc les poneys, c'est pour rappeler le Hobbit, hein, c'est clair. Vous avez les règles aussi de l'œil du Mordor. L'œil du Mordor, qu'est-ce que c'est? C'est en fonction des actions de la communauté, où elle va passer dans des endroits, en fait, en gros, surveillés par l'ombre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer l'œil du Mordor sur elle. Et dès que l'œil du Mordor lui arrive dessus, en fait, il y a un événement qui se déclenche, hein, qui peut être plus ou moins embêtant, et puis après on repart à zéro, puis on recommence. Mais c'est toujours pour avoir cette espèce de... à la limite que l'ombre se pose sur la tête de la compagnie jouée, il va falloir quand même que on soit dans dans un truc un peu épique, hein, parce que sinon... je vois pas trop, mais justement ce côté épique, moi je trouve qu'on a on n'a pas trop le côté épique du Seigneur des Anneaux, mais on a le côté désespéré du Seigneur des Anneaux, parce qu'en fait il y a un côté désespéré, hein. La quête de Frodon c'est une quête désespérée, et c'est ce qu'on va vous faire jouer en fait dans le Seigneur des Anneaux, dans cette V2, mais comme dans la V1 en fait. Voilà, à ce niveau-là, tout ce que... Oui, par exemple les récompenses aussi. On vous explique que les récompenses, en fait, vous ne pouvez pas les acheter. Pour ça, je veux bien comprendre, on est dans Tolkien, pourquoi pas. Par contre, vous ne pouvez pas les perdre non plus. Ils vont pas être volés. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas esprit Tolkien, etc., etc., etc. Donc, moi, ça, c'est vraiment mon gros point négatif que j'ai. J'ai pas envie de jouer ça, en fait. Enfin, pas tout le temps, ça. Par exemple, en fait, dans la campagne que je maîtrisais il y a plusieurs années, qu'est-ce que j'avais? J'avais à ma table, j'avais un voleur de Tarbad et un autre personnage qui avait participé au sac de Pelargir. Pourquoi pas? Alors vous allez me dire, c'est pas l'esprit Tolkien. Non, c'est pas l'esprit compagnie dans le Seigneur des Anneaux. Mais c'est des aventures qui peuvent se jouer dans les terres du milieu. Je vois pas où est le problème. Et ce jeu-là ne vous le permettra pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, je vais vous dire, c'est pas un mauvais jeu, hein, mais il faut être dans le trip que je viens d'expliquer. Alors, sans aucun doute, il a énormément de fans pour cela, mais bon, moi, c'est pas ma cam, donc moi, c'est pas mon jeu, quoi. Donc, voilà. Quoi dire d'autre? Alors, si, j'attends quand même quelque chose. Donc, effectivement, ils ont, dans le Kickstarter VO, et donc ça va être traduit en VF certainement bientôt,
il y avait un premier supplément, en fait, qui était plus ou moins plus un sourcebook qu'autre chose, qui se passe à Tarbad et aux alentours de Tarbad. Ça, je pense que je vais le prendre parce qu'en fait, ça permet quand même d'avoir des informations sur la région. Et puis, j'adore les terres du milieu. Donc, je vais quand même suivre la gamme à ce niveau-là, quoi. Je doute que je la fasse jouer telle quelle. Enfin, non, c'est pas que je doute, je ne la ferai jamais jouer telle quelle. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, en conclusion, c'est un très bon jeu du moment que veuillez absolument jouer, en fait, dans les films, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Le Hobbit, reproduire en fait, revivre en fait les, euh, les épopées de Bilbo et de Frodon. Mais dans ce cas-là, c'est parfait. Mais par contre, pour jouer dans les terres du milieu, ça c'est autre chose. En fait, là, vous n'avez pas cette liberté de faire à peu près ce que vous voulez. Et je trouve ça un peu dommage. Donc, enfin, en tout cas, c'est pas ma cam à moi. Maintenant, voilà, je vais pas aller plus loin dans la critique de jeu. Voilà. Donc, en tout cas, bah, écoutez, j'espère que ma présentation vous aura plu, bien que ma conclusion n'est pas forcément la même que beaucoup de gens qui ont fait une petite revue de ce jeu. Euh, voilà, bon, moi j'ai un peu, je dis ce que j'ai envie de raconter et comment moi je ressens le jeu. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a pas plu, bah, abonnez-vous quand même, hein. Euh, ou regardez autre chose. Enfin, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation et puis bon jeu à toutes et à tous.